Maliennes, Maliens, Aoniché, Africains, Africaines, du continent et des diasporas, une fois de plus, bonsoir. Vous, nos amis européens, américains et asiatiques, vous qui êtes dans les îles, sentez-vous salués en toutes vos longitudes et latitudes. L'énergie est un enjeu non pas simplement vital, mais c'est un enjeu également géostratégique et même géopolitique pour le Sahel en lutte, pour toute l'Afrique en lutte. Nous devons prendre très au sérieux la question énergétique. Je ne suis pas ingénieur spécialisé en matière d'énergie. Je suis philosophe de formation. Mais l'une des définitions de la philosophie, et non des moindres étant qu'elle est la mère des sciences, j'ai vocation à servir de passerelle entre les différentes spécialités scientifiques et même à parfois approfondir pour faciliter le jugement de chacun les disciplines scientifiques, qui sont toutes d'une manière ou d'une autre issues d'un geste philosophique et qui atteignent leur forme suprême toujours sous la forme d'une question philosophique. C'est à ce titre que je parle ce soir de la question énergétique africaine. Mais je voudrais d'abord vous restituer le contexte. L'Institut de l'Afrique des libertés, association de droit malien, légalisée, se donne pour vocation de prendre à bras le corps toutes les questions qui tiennent les entrailles des populations africaines, des peuples africains. Tout problème qui constitue pour les peuples africains contemporains un obstacle, qui constitue une source de souffrance, qui constitue une source de douleur, de doute et de désespoir, est un sujet de notre collectif de chercheurs. Nous avons eu l'honneur d'être légalisés pour la première fois sur cette terre des hommes, en terre africaine du Mali, sur les hautes instructions du président Assimi Goïta et de l'ensemble de son gouvernement. Et nous avions commencé nos travaux longtemps avant cette légalisation. Nous allons les accélérer en constituant progressivement, après l'inauguration imminente de notre site, de notre siège à Bamako au Mali, nous sommes en train de constituer des équipes thématiques qui vont se focaliser sur tous les problèmes fondamentaux des sociétés africaines en général et qui vont en permanence déverser dans l'opinion des propositions de solutions à la disposition et des populations et des décideurs. Voilà notre objectif. Et c'est à ce titre que j'introduis ce soir, je problématise ce soir la question de l'énergie. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle je problématise la question de l'énergie. L'Institut de l'Afrique des libertés surveille les prises de position des grandes puissances du monde envers l'Afrique. Parce que les prises de position des grandes puissances du monde envers l'Afrique révèlent souvent à la fois les points forts et les points faibles de l'Afrique. Donc chaque fois que vous voyez la presse internationale occidentale, la presse internationale orientale, la presse internationale asiatique prendre en charge un thème, un aspect particulier de la vie des Africains, sachez qu'il y a là-dedans un enjeu géopolitique, un enjeu géostratégique. Vous le savez très bien. Depuis la mise en place du grand plan de déstabilisation de l'Afrique, par l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, à travers le bombardement pendant 6 mois de la Libye, la destruction de la Libye, l'armement apporté à Al-Qaïda et à l'État islamique pour envahir le Sahel,
Tout ceci ayant pour but d'imposer aux États sahéliens d'accepter le repositionnement des bases militaires occidentales en Afrique. Ensuite, d'imposer aux États du Golfe de Guinée d'accepter le repositionnement des bases militaires occidentales en Afrique. Ensuite, d'imposer aux États d'Afrique centrale d'accepter le repositionnement des bases militaires occidentales en Afrique. Et enfin, d'imposer à toute l'Afrique australe la présence des bases militaires occidentales en Afrique et principalement américaines. Il a donc été question de fragiliser, davantage qu'il ne l'était, à l'orée du XXIe siècle, tout le continent africain. Car c'est en le fragilisant qu'on lui imposerait ce programme de recolonisation militaire, laquelle recolonisation militaire ne vise ni plus ni moins que le contrôle ad vitam aeternam des ressources naturelles faramineuses de l'Afrique. L'or, l'uranium, le pétrole, le manganèse, le coltan, le lithium, le gaz, les produits agricoles à gogo et les terres agricoles à gogo, le diamant et consorts. L'objectif de la grande déstabilisation que l'Afrique connaît, depuis la destruction de la Libye jusqu'à ce jour, c'est d'imposer aux Africains de continuer à servir de réservoir de matières premières stratégiques pour les économies occidentales et orientales. Dans le cadre de ce projet, il n'est surtout pas question de laisser les Africains développer justement l'autonomie en matière d'énergie. Car qu'est-ce qu'on vient prendre en Afrique? On vient prendre en Afrique les matières premières capitales pour la production de l'énergie. Qui sont l'uranium, le pétrole, le gaz. C'est ce qu'on vient prendre en Afrique. Le lithium, toutes les matières premières qui servent directement à la production en quantité considérable d'énergie sont la raison pour laquelle l'Afrique est déstabilisée. Si la République démocratique du Congo est à feu et à sang depuis le 19e siècle jusqu'à nos jours, c'est parce que les grandes puissances négrières, puis coloniales, puis néocoloniales, puis impérialistes occidentales ont découvert le formidable gisement congolais et se sont jurés de ne jamais laisser les Congolais en décider eux-mêmes. Et c'est la même décision qui a été prise pour tous les grands gisements de matières premières stratégiques africaines. Le gisement du Liptako-Gourma, le gisement du golfe de Guinée, le gisement de la côte du Mozambique, les gisements sud-africains et les gisements du sud-ouest africain, c'est-à-dire l'actuelle Namibie, les gisements angolais, tout cela est calculé par les grandes puissances occidentales et orientales et moyen-orientales avec l'ambition de tout faire pour que les Africaines et les Africains ne soient pas les maîtres des prix. Car le jour où l'Afrique sera la maîtresse des prix des matières premières stratégiques dont elle regorge, l'Afrique sera le continent le plus développé, sera le continent le plus avancé, le continent le plus prospère, le continent au bien-être le plus avéré de la planète. Ce qu'elle fut pendant 4000 ans, lors du grand moment théologico-spiritualo-scientifique égyptien. Le moment de Kama, le moment de Kémit. Dans ce propos introductif, je voudrais faire comprendre aux Africains que le contrôle de l'énergie, c'est la condition de notre souveraineté. En effet, on dit de toi que tu es souverain lorsque tu tires ta puissance en toi-même. Or, la notion d'énergie, dans la langue grecque, énergéia, mais elle a son équivalent dans les langues africaines. L'énergie correspond précisément à l'un des noms de la divinité en Afrique.
l'une des émanations les plus puissantes de la divinité, que dans la langue négro-égyptienne antique on appelle le Ka, c'est de l'énergie. L'énergie, en réalité, c'est l'un des noms de la divinité. Car l'énergie, c'est la manifestation matérielle de la puissance spirituelle de la nature. Je recommence. L'énergie que vous voyez, c'est la manifestation matérielle de la puissance spirituelle de la nature. Et vous savez très bien que si on dit que nous sommes dans le système solaire, c'est parce que notre planète et toutes les planètes qui l'entourent, elles-mêmes sont nourries et équilibrées par les vibrations venues du soleil. L'un des nombreux soleils dont l'univers est fait. Tout est énergie en réalité. Nous baignons dans l'énergie et nous-mêmes nous sommes des paquets d'énergie. Par conséquent, un peuple, une civilisation qui ne contrôle pas l'énergie ne peut pas être libre. Un peuple, une civilisation qui ne gère pas par ses moyens propres, de façon autonome, les énergies de la nature qui sont à leur disposition, ne peuvent pas être libres. Être libre, c'est être énergétiquement autonome. C'est l'une des définitions de l'énergie et de l'autonomie et de la souveraineté. Le souverain est celui qui tire son énergie de lui-même. Le souverain est celui qui a sa puissance en lui-même. L'une des raisons de la résilience de la Fédération de Russie face aux assauts de l'OTAN réside dans le fait que, État-continent, la Russie a acquis la capacité à transformer et à produire son énergie elle-même. La Russie s'éclaire avec le pétrole, le gaz russe. Et il en reste assez pour qu'elle en exporte et récupère des devises étrangères. C'est une condition essentielle. Et si vous voyez l'effondrement de l'Europe qui est en cours, il vient du fait que l'Europe, justement, a été privée d'énergie par la puissance tutélaire de l'Europe qui s'appelle les États-Unis d'Amérique, à travers la destruction du principal pipeline qui alimentait l'Europe en gaz et en pétrole, qui s'appelle le pipeline de Nord Stream. Pour soumettre les Européens, les Occidentaux, la puissance américaine a saboté l'alimentation en énergie de l'Europe. Et elle a obtenu que les 27 pays de l'Union européenne se mettent à la supplier et à attendre cette décision. Car l'opération était de mettre l'Europe en situation de dépendance accrue envers l'Amérique et de couper la dépendance, ou plutôt l'indépendance européenne qui était basée sur un achat moins cher de l'énergie russe. La bataille qui se déroule aujourd'hui en Eurasie, la bataille qui se déroule en Ukraine est une bataille de l'énergie. Car celui qui contrôle l'énergie, il contrôle le monde. Il faut que les Africains et les Africaines comprennent l'importance de l'énergie. Je dis que l'énergie, c'est la manifestation de l'intelligence et de la puissance de Dieu sur la terre. Car tout est énergie. Si Dieu se manifeste dans la matière, c'est en tant qu'énergie. Les plus grandes équations de la physique moderne et de la physique contemporaine sont des équations qui relèvent de la question énergétique. Toute la théorie de la relativité, la théorie des quanta, porte sur l'énergie. Donc il faut que de l'école maternelle à l'université et dans la vie, on enseigne toutes les techniques de production et de maîtrise de l'énergie aux Africains. On ne devrait même pas parler le cours qu'on appelle en Afrique, encore aujourd'hui, cours de physique, chimie, technologie. On devrait enlever tout ça. On doit enseigner une matière à partir de l'école maternelle. Je propose qu'on appelle cette matière l'énergétique. L'énergétique. La connaissance de toutes les formes d'énergie présentes dans la nature et des méthodes de transformation bénéfiques de ces formes d'énergie. On doit enseigner ça très tôt. Parce que, paradoxalement, l'Afrique est le continent qui a le plus d'énergie
fossile, qui a le plus d'énergie sous la forme brute. Mais l'Afrique est aujourd'hui le continent qui a le moins d'énergie transformée. Donc, le moins d'énergie utilisable pour la défense de sa souveraineté. Donc, il nous faut une réforme du programme. On ne doit pas enseigner quelque chose qu'on appellerait la physique, quelque chose qu'on appelle la chimie, quelque chose qu'on appelle... Il faut rassembler toutes les sciences qui sont en rapport avec l'énergie dans une grande discipline qu'on va appeler l'énergétique. On va apprendre comment utiliser les énergies qui sont dans l'eau, comment utiliser les énergies qui sont dans la terre, ça renvoie à la biomasse, dans l'eau, ça renvoie à toutes les techniques hydrauliques de production d'énergie, jusqu'au barrage hydraulique. On va maîtriser les énergies qui sont dans l'air, l'énergie éolienne par exemple, parce qu'en fait, des localités seraient capables de la produire à moindre coût, en maîtrisant simplement le principe. On va étudier toutes les formes d'énergie qu'on peut tirer des hydrocarbures fossiles. Et il va falloir maîtriser les formes d'énergie qu'on peut tirer de la création de cycles artificiels et autoreproductibles de création d'énergie. L'énergétique doit être au programme. Donc, dans ce propos introductif, je voudrais simplement, par toutes les formulations possibles, faire prendre conscience aux Africaines et aux Africains que l'énergie n'est pas une affaire de facture de fin de mois. L'énergie est vitale. C'est la condition de la souveraineté d'un foyer. D'ailleurs, même la notion de foyer. J'espère que vous savez que le mot foyer vient du mot feu. En latin et dans les langues espagnoles, on parle de foco, le feu. C'est de la notion de feu qu'a été créée la notion de foyer. Il y a foyer, il y a famille humaine, là où il y a la maîtrise du feu. C'est-à-dire la maîtrise de l'énergie. Or, en fait, nous sommes des pays africains entiers qui sont dépourvus de maîtrise de l'énergie. 64 ans après les indépendances, le bilan est dramatiquement désolant. Le b.a.-ba de la souveraineté nous a collectivement échappé. Des peuples entiers africains en plein 21e siècle passent des semaines, des mois, des années dans l'obscurité. Alors même qu'ils sont sur le continent le plus inondé d'énergie naturelle. On a donc d'abord un problème de formation citoyenne, de formation intellectuelle. Parce que la maîtrise des techniques de production d'énergie n'est pas répandue en Afrique. Elle n'est pas répandue. Ces techniques sont encore l'apanage des ingénieurs et des techniciens formés supérieurs. Alors que l'énergétique doit être un savoir scientifique collectif, un savoir scientifique de base. Mais il y a une troisième raison pour laquelle je vous parle de cette question ce soir. C'est parce que les ennemis de l'Afrique, c'est-à-dire les puissances impérialistes occidentales, ont bel et bien repéré ce problème. Elles ont veillé à ce que l'Afrique ne soit pas énergétiquement souveraine. Elles ont veillé à ce que l'Afrique soit exportatrice de matières énergétiques brutes et que l'Afrique achète des produits finis qui sont transformés en Occident, que l'Afrique les rachète parfois 10, 20 fois plus cher que le produit brut qui a été vendu. Bref, les grandes puissances occidentales, donc négrières, coloniales, impérialistes et néocolonialistes, et les grandes puissances orientales et même moyen-orientales se sont organisées depuis plusieurs décennies, plusieurs siècles, pour empêcher la transformation africaine de l'énergie. Parce qu'elles savent très bien que partout où les Africains peuvent transformer l'énergie, les Africains peuvent authentiquement être souverains. Mieux, elles ont compris que l'Afrique est devenue un continent de milliards de consommateurs. Nous vivons dans le monde du 21e siècle, un monde dans lequel l'une des conditions de bien exister, c'est de consommer. Nous avons tous les jours, besoin de consommer. Et nous sommes, qui plus est, dans une société mondiale de consommation, ce qu'on appelle le grand village planétaire. Or, la consommation a ceci de particulier que le fait que les supermarchés soient pleins, le fait que les marchandises soient disponibles, rend les individus impatients. Nous sommes tous pressés de jouir des matières terrestres, sans nous poser trop de questions.
Si j'ai mon argent et que j'ai besoin de pâte dentifrice, je sors, je trouve la première boutique qui est ouverte, le premier supermarché qui est ouvert, je paye de la pâte dentifrice, je la prends, je rentre chez moi. Je n'ai pas le temps de réfléchir au cycle de la pâte dentifrice, à la meilleure pâte dentifrice possible. Pourquoi? Parce qu'il y en a presque partout des pâtes dentifrice. Le réflexe de l'homme actuel, pas seulement en Afrique, mais partout, c'est de consommer. Il se creuse la tête pour trouver l'argent lui permettant de consommer. Mais dès qu'il a l'argent, il ne se pose plus de questions. Puisque l'argent est la marchandise qui permet justement de se procurer tous les autres objets. Donc, les grandes puissances occidentales ont compris que les Africains, comme tous les autres êtres humains sur la Terre, sont devenus des sociétés de consommateurs. Or, le consommateur, je le dis, il est caractérisé par son impatience. Quand il a son argent, il veut avoir le produit et le consommer. Il n'a pas le temps. Du coup, l'énergie est en réalité un produit de consommation. Quand nous nous levons le matin, nous avons besoin que le courant soit là pour faire fonctionner le frigo. Éventuellement en Afrique où il fait souvent chaud, boire une boisson fraîche. Nous avons besoin que le courant soit là pour repasser nos habits. Nous avons besoin que le courant soit là pour, s'il fait exceptionnellement froid, faire passer de l'eau chaude dans les robinets. Nous avons besoin que le courant soit là pour allumer la télé, prendre les nouvelles de la journée. Nous avons besoin que le courant soit là pour charger nos portables. En fait, dès que nous nous levons, nous avons besoin de consommer de l'énergie pour vivre. Or, ceux qui veulent déstabiliser l'Afrique savent que, de ce point de vue, la psychologie de l'Africain n'est pas différente de celle de l'Européen, de celle de l'Américain ou de l'Asiatique qui vivent sur la Terre actuellement. Nous sommes tous, en fait, des consommateurs. Personne d'entre nous ici rassemblés, vous êtes près de 3000 personnes sur YouTube, près de 1000 sur Facebook, près de 1000 aussi sur TikTok. Personne d'entre nous ne fera un grand sourire si le courant se coupe. Là où je suis en train de vous parler, là, il y a 3 caméras qui sont allumées. Il y a 4 appareils. Il y a une ampoule qui est allumée. Il y a un micro synthétiseur de son qui est allumé. Vous voyez combien de sources électriques j'exploite? C'est la condition même pour que je vous parle. Il faut que je consomme de l'énergie. Mais cette condition est devenue mondiale. Et ceux qui veulent que les Africains restent des esclaves en plein 21e siècle, vous savez qu'ils ont tout essayé pour diviser les Africains. Ils ont essayé d'utiliser les religions. Ça marche de moins en moins. Maintenant, on ne croit plus en leurs soi-disant djihadistes qui veulent forcer nos frères musulmans à être musulmans. Ils ont utilisé pendant très longtemps les divisions ethniques. Ça ne marche plus. Les Africains qui ont été bien vaccinés par le génocide rwandais et beaucoup d'autres génocides provoqués artificiellement par les colons pour affaiblir l'Afrique, les Africains résistent mieux au XXIe siècle aux pulsions génocidaires, à quelques exceptions près. Maintenant, vous vous levez, vous essayez de monter les Bambara contre les Peuls au Mali, on vous dit non. Ça ne se passe pas ici. Bambara et Peuls, c'est le même peuple malien. C'est le même peuple africain. Vous tentez de monter les Peuls contre les Mossi au Burkina, on dit non. Mossi et Peuls là, c'est les mêmes Africains là. Ça ne passe pas ici. Vous tentez de dire que oh, les Touaregs sont persécutés au Niger, ils sont persécutés au Mali. Vraiment, il faut unir les Touaregs. Les Touaregs se lèvent pour dire, laissez notre nom. On ne vous a rien demandé. Nous sommes des Africains. Et nous sommes mélangés avec nos frères. Les Peulo, les Bambarao, les Djoulao, on est ensemble. Laissez-nous tranquilles. Les impérialistes et les colonialistes sont embêtés. Parce que la manipulation ethnique, ça marche de moins en moins. D'autant plus que l'information va à une telle vitesse. Les lanceurs d'alerte, les activistes, les militants, les influenceurs, les leaders d'opinion court-circuitent toute la grande manipulation qui au XXe siècle se faisait par les radios des 1000 collines, par les RFI, les BBC, la Voix de l'Amérique. Il suffirait que quelqu'un ait parlé dedans. C'était littéralement une encyclique papale. C'est terminé. Ce soir, vous êtes là pratiquement 5000 personnes. Oui, plus de 5000 personnes. Vous n'êtes pas en train d'écouter RFI, France 24, tout ça là. Vous n'en avez rien à battre. Vous écoutez votre serviteur, Niamsi, Wa Cameroun, Wa Africa, le docteur des preuves. Oui ou non? Et c'est comme ça partout maintenant. Donc, ils ont perdu beaucoup d'outils manipulatoires. Leur main mise sur les religions. Les religions sont en train de leur échapper. D'autant plus que chaque Africain sait maintenant, quand il est musulman, il dit je suis musulman, mais avant tout ça là, j'étais africain. Je suis africain de culture.
Quand un Africain est chrétien, il dit oui, oui, je suis chrétien, mais attention, africain. Je suis africain chrétien. Quand un Africain est traditionnaliste, il dit je suis africain, africain. Tous les Africains sont d'abord africains. Et ça devient de plus en plus clair, d'autant plus que les Africains découvrent que le monothéisme est né chez nous. C'est notre civilisation qui a généré les 3 grandes religions monothéistes. Donc, nous ne devrions d'aucune façon nous sentir complexés par rapport aux monothéismes qui sont nés sur notre continent. Le grand prophète des 3 monothéismes est un Africain, Moïse. C'est un prophète africain qui a créé les 3 monothéismes que vous voyez. Et les Africains reprennent la conscience de leur histoire longue. Les Africains recomprennent que personne ne doit les piétiner pour quelques motifs sur cette terre. Motif religieux, ça ne passe pas. Motif ethnique, ça ne passe pas. Motif racial, ça ne passe pas. Le mythe de la peau claire qui donnerait une plus grande intelligence a vécu. Maintenant, vous venez avec des motifs idéologiques du type la démocratie. Ça ne passe plus non plus. Le dernier grand mensonge qu'on a réussi à inoculer aux Africains, c'est le mensonge démocratique. On leur a fait croire qu'il existerait une forme parfaite de régime politique qui s'appelle la démocratie, que l'Occident serait en avance sur ce chapitre, que l'Afrique n'avait qu'à se mettre dans le rang et avancer progressivement. Il lui serait peut-être possible un jour de rejoindre les soi-disant grandes démocraties occidentales. Ce mythe, lui aussi, a vécu. Les Africains ont compris que les gens qui ont pratiqué la traite négrière, les gens qui ont pratiqué la barbarie, le terrorisme colonial, les gens qui ont utilisé la bombe atomique pour tuer des centaines de milliers de personnes, des gens qui ont pratiqué des exterminations de 6 millions, eh bien, de leurs propres compatriotes juifs. Ces gens-là ne peuvent pas venir nous enseigner l'idéal politique. Les Africains sont sortis de leur nuit dogmatique. La nuit de la démocratophilie, la démocratolatrie, la nuit de l'illusion démocratique, la nuit du discours, eh bien, lénifiant de la boule. Les Africains ont vu clair dedans. Comme on dit à Abidjan, les Africains sont yérés. Donc, même la propagande démocratique ne passe plus. Quand vous venez dire démocratie, droit de l'homme aux Africains, maintenant les Africains disent circuler. Circuler. Les Africains disent avec Fela Anikulapo Kuti, I beg you, hear me very well. I beg you, hear me very well. Human rights, na my property. Human rights, na my property. Animal don't teach me human rights. Human rights, na my property. Fela Anikulapo Kuti, le président de la République de Kalakuta, le grand artiste africain du Nigeria, dit, je vous en supplie, écoutez-moi bien, un animal, c'est-à-dire un barbare ne peut pas m'enseigner les droits de l'homme. Car les droits de l'homme sont une propriété de tout homme. En tant que je suis un homme, je suis ontologiquement un homme. Et ce n'est pas toi qui me prêtes mon humanité. Mon humanité, elle m'est innée. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a massacré, transporté des millions d'êtres humains pour les utiliser comme esclaves. Quelqu'un qui a pillé des terres entières, détruit des temples, brûlé des palais, volé des œuvres d'art pendant des centaines d'années. Ce n'est pas quelqu'un qui a massacré les mouvements indépendantistes des pays étrangers. Quelqu'un qui a imposé des dirigeants corrompus à la tête du pays des autres, qui va venir s'asseoir devant moi. Alors nous allons conditionner désormais le développement à la démocratie. Nous disons non à ça. Ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Alors, ils se sont mis à regarder le fait que les Africains aussi sont des sociétés de consommation. Et qu'est-ce qui tient à la prunelle des yeux de tout être humain maintenant dans la société de consommation? L'énergie. Et mais voilà. RFI, France 24, Le Monde, Jeune Afrique, tous les médias de la France-Afrique se sont précipités sur les problèmes énergétiques qui se posent au Mali, qui se posent au Burkina, qui se posent au Niger. Ils essayent de les monter en épingle pour inciter les populations sahéliennes à se révolter contre les dirigeants panafricanistes révolutionnaires, le président Assimi Goïta du Mali, le président Traoré du Burkina Faso, le président Tiani du Niger.
C'est leur nouveau cheval de bataille. Je les ai pris la main dans le sac. Ils sont en train de monter une campagne de communication pour présenter les difficultés de distribution et de production d'énergie que connaît aujourd'hui l'Afrique en général et le Sahel en particulier, pour les présenter comme un échec flagrant qui devrait amener les peuples à remettre en cause les acquis de la révolution. J'interviens ce soir pour dire aux Africains de faire très attention. Ils nous ont manipulés par l'ethnie. Nous nous sommes entretués en Afrique par centaines de millions. Ils nous ont manipulés par l'idéologie démocratique. Nous nous sommes entretués en Afrique par centaines de millions. Ils nous ont manipulés en utilisant l'idéologie religieuse. Nous nous sommes massacrés en Afrique par centaines de millions. Les voilà qui viennent maintenant avec l'idéologie de la société de consommation. Et ils veulent nous amener à détruire les acquis de notre lutte, afin de poursuivre le plan qu'ils ont commencé lorsqu'ils ont justement détruit la Libye, qui était le pays qui maîtrisait le mieux les énergies de la nature. Kadhafi avait réussi à construire un fleuve artificiel en plein désert. Kadhafi avait maîtrisé l'eau. Il avait fait jaillir l'eau dans le désert libyen. Ils l'ont tué pour ça. Parce que Kadhafi était porteur d'un projet de souveraineté économique pour toute l'Afrique noire. Il voulait mettre en place une monnaie qui allait mettre fin à la domination du dollar, à la domination de l'euro, à la domination du franc CFA sur les Africains. Ils l'ont tué pour ça. Et tout cela a été révélé par les emails de Mme Hillary Clinton, dont je vous ai souvent parlé. Donc, attention à l'immense complot énergétique. Le complot à la revendication énergétique qui est tendu à l'Afrique. Je m'adresse ici à chaque Malien, à chaque Malienne, à chaque Burkinabé, à chaque Nigérien, à chaque Nigérienne. Je m'adresse à chaque Africaine, à chaque Africain. Dans des pays où vous savez que nous avons des dirigeants conscients, des dirigeants travailleurs, des dirigeants sacerdotaux, nous n'avons pas le droit d'utiliser les problèmes énergétiques pour, en réalité, retarder notre révolution. Aucune révolution dans ce monde ne s'est construite sans difficultés énergétiques. Et voilà pourquoi l'une des disciplines qu'on doit enseigner, c'est l'histoire. C'est-à-dire que quand on va construire le programme d'enseignement, moi je déposerai un ouvrage intitulé « Esquisse d'un programme d'enseignement de l'énergétique ». Les collègues mathématiciens, physiciens, biologistes, etc. Apporteront leur contribution. Mais je pense que l'une des choses qu'on enseignera, c'est l'histoire de la maîtrise de l'énergie. Il faudrait que vous sachiez que l'électricité a été maîtrisée sous la forme industrielle actuelle globalement au 19e siècle, sur la Terre. Il y avait déjà une certaine connaissance de l'électricité, même dans l'Afrique négro-égyptienne ancienne, mais l'exploitation industrielle de l'électricité est un phénomène très récent. Vous devez savoir que les infrastructures énergétiques que nous avons actuellement en Afrique sont presque exclusivement des infrastructures qui ont été construites par les puissances coloniales. Elles étaient faites pour faciliter l'exportation des matières premières. Elles n'étaient pas faites pour servir les populations. Vous devez savoir que dans les années 90, dans le cadre de la stratégie d'affaiblissement de l'Afrique, qui devait précéder l'attaque de 2010-2011, les grandes puissances occidentales, à travers le FMI et la Banque mondiale, ont imposé la privatisation des entreprises énergétiques africaines. J'espère que vous savez que depuis 1990, la quasi-totalité des pays d'Afrique en général, et notamment d'Afrique francophone, a perdu le contrôle de sa société des eaux, de sa société d'électricité, de sa société de pétrole, de sa société de gaz. Regardez les 15 pays d'Afrique francophone. Regardez quel pays possède plus de 50% du capital dans le domaine énergétique. Il n'y en a presque pas. Parce que, dans le cadre de la stratégie d'affaiblissement de l'Afrique, il fallait empêcher les Africains de franchir le seuil, le passage de l'énergie brute à l'énergie transformée. Est-ce que vous savez que la plupart des barrages qui ont été construits en Afrique depuis 40 à 50 ans n'ont pas été entretenus? Est-ce que vous savez
que nos barrages au Cameroun, au Mali, au Niger, au Sénégal, au Nigeria, un peu partout. Depuis pratiquement 40 ans, il y a des turbines qui devaient être changées, elles ne l'ont pas été. Mais que l'argent de ces turbines a été décaissé plusieurs fois. Est-ce que vous savez que lorsque les entreprises ont été privatisées et que les grands groupes occidentaux et orientaux ont mis la main sur des pans entiers de nos entreprises énergétiques, est-ce que vous savez qu'ils ont essentiellement investi dans la production et ils ont veillé à ne pas investir dans la transformation des énergies? Ils ont essentiellement investi dans l'extraction de l'énergie brute et n'ont pas privilégié l'investissement sur les infrastructures, c'est-à-dire sur la transformation locale d'énergie. Voilà pourquoi 40, 50, 60 ans après les indépendances, le parc de production énergétique de l'Afrique francophone est le plus désuet de toute l'Afrique. Il faut que vous en preniez conscience. Moi, j'ai discuté avec des ingénieurs du domaine énergétique dans 7 pays d'Afrique francophone. Avant de vous parler ce soir, j'ai discuté avec 7 ingénieurs d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest, travaillant d'ailleurs dans les structures les plus importantes des ministères chargés de l'énergie. Ils s'accordent à dire qu'en réalité, 70% des infrastructures qu'on a sont celles qui ont été embryonnairement héritées de l'État colonial et celles qui ont été récemment créées ne sont pas correctement entretenues. Donc, combien de temps faut-il pour reprendre en main un appareil énergétique qui a été abandonné pendant 40 ans? On abandonne les barrages, on ne les entretient pas pendant 40 ans. Est-ce que vous pouvez refaire un parc de barrages d'un pays comme le Mali en 3 ans? Il faut qu'on enseigne ça aux enfants. Il faut qu'on enseigne ça aux adultes. Il faut qu'on enseigne ça aux femmes. Qu'on enseigne à tout le monde. Que quand vous avez des autorités qui, pour une fois, veulent vous servir, leurs difficultés doivent être vos difficultés. Vous devez épouser leurs difficultés. C'est quand on a des autorités corrompues, comme celles qu'on a dans la plupart des pays d'Afrique centrale et des pays contrôlés par le néocolonialisme français, qu'on sait très bien que les difficultés du peuple ne concernent pas les dirigeants. Donc attention, ils veulent instrumentaliser les difficultés énergétiques dans lesquelles nous sommes en Afrique pour nous faire perdre les acquis de notre révolution. Mettons plutôt, justement, notre intelligence dans la recherche des solutions. Ne mettons pas notre intelligence dans la construction de revendications qui vont nous paralyser et nous ramener en arrière. Car, en fait, dans le plan occidental, l'exploitation des colères pour mauvaise distribution ou sous-distribution de l'énergie est désormais une variable de déstabilisation. J'ai compté 17 journaux stratégiques occidentaux qui disent que l'Afrique de l'Ouest, et notamment le Sahel, sont en train de crever dans les privations d'énergie. Et que les populations sont au bord de la révolte. Je dis bien 17 journaux. 17. Je ferai les captures d'écran de ces 17 journaux et je vais faire une publication avec toutes ces preuves. 17. C'est-à-dire qu'ils se sont assis, ils ont dit, bon, on n'est plus parvenu à provoquer une vraie guerre religieuse en Afrique, et notamment en Afrique de l'Ouest depuis un moment. On ne parvient plus à provoquer une vraie guerre ethnique. On a voulu à un moment donné provoquer une guerre entre les Dogons, les Bambara et les Peuls. Ça n'a pas marché. On a voulu provoquer une guerre entre les Touaregs, les Bambara, les Dogons. Ça n'a pas marché. Bon, maintenant on sait très bien que ce ne sont pas des djihadistes qui attaquent l'Afrique. Donc même la guerre religieuse ne marche plus. On a tué des catholiques, des chrétiens dans leur église. On a tué des musulmans dans leur mosquée. Les musulmans et les chrétiens ne se sont pas vengés les uns contre les autres parce qu'ils savent que ceux qui les ont tués ne sont ni musulmans ni chrétiens. Ce sont des terroristes au service de l'impérialisme. Donc ça ne marche plus. Qu'est-ce qui peut marcher? Eh bien, les Africains sont des consommateurs comme les autres. Ce qui peut marcher, c'est d'exciter les difficultés qu'ils ont pour accéder à l'énergie, pour les transformer en révolte et revenir en force. Alors, je viens à la dernière partie de mon propos. Quelles sont les solutions? Premièrement, les Africaines et les Africains doivent distinguer 2 sortes de gouvernements. Les gouvernements
qui travaillent pour le peuple, les gouvernements qui sont liés au peuple, les gouvernements qui aiment leur peuple et qui servent leur peuple, et les gouvernements qui ne travaillent pas pour le peuple, qui n'aiment pas le peuple, qui ne servent pas le peuple. Nous, peuples africains, ne devons pas traiter ces deux sortes de gouvernements de la même façon. Les revendications que nous pouvons formuler envers un gouvernement qui ne nous aime pas, qui ne travaille pas pour nous, qui n'est pas soucieux de nous, nous ne pouvons pas les formuler envers un gouvernement dont nous savons que nuit et jour, il ne pense qu'à améliorer du mieux qu'il peut notre condition. Ça, c'est le premier point. Ne pas confondre. Quand on a des voyous à la tête du pays, on a raison d'utiliser toutes sortes de revendications pour les faire tomber. Quand on a des voyous, des escrocs, des menteurs, des voleurs, des gens qui ont des comptes bourrés d'argent public à l'étranger et qui font leur malin, quand c'est ça qu'on a à la tête du pays, on a raison. On a raison. Mais quand on a des dirigeants dont on voit très bien que le sort et le destin est lié à celui du peuple, on doit avoir une attitude constructive. Chercher à participer à la solution. Chercher à aider à la solution. Mais quelles sont les solutions? J'ai parlé de l'éducation, donc de l'introduction de l'énergétique dans la formation. Mais il y a plusieurs formes d'énergie sur lesquelles les Africains doivent s'investir. Il n'y a pas que l'énergie par hydrocarbures qui fonctionne par les centrales thermiques et qui oblige toute l'Afrique, notamment les pays qui n'ont pas de raffinerie de pétrole et qui n'ont pas de réserve de pétrole, à attendre l'arrivée des bateaux étrangers pour livrer du pétrole. Les centrales thermiques sont des centrales qui permettent de parer à l'urgence. Mais on ne peut pas les considérer comme des centrales durables. On ne peut pas investir durablement sur ces centrales. Pourquoi? Parce qu'en investissant durablement sur elles, eh bien, entre-temps, on n'a pas les raffineries qui font qu'on va avoir le pétrole, qu'on va avoir aisément, justement, l'hydrocarbure. Conséquence, on est dépendant de l'étranger. Il ne faut pas oublier que ce sont des énergies hautement polluantes. Nos centrales thermiques, ce sont des énergies hautement polluantes. Mais il y a des énergies moins polluantes. Donc, à mon avis, il faut, dès maintenant, dans chaque localité, en commençant par le village, la commune, la ville, il faut investir dans les énergies renouvelables. Il faut créer des fonds spéciaux liés aux énergies renouvelables dans chaque village, dans chaque commune, dans chaque préfecture. Ces fonds-là, nous, population, nous devons être les premiers à mettre chacun, même si c'est un billet de 500 francs. Nous devons créer des fonds pour créer des énergies renouvelables. Alors, énergie renouvelable, c'est quoi? Il y a eu une découverte fondamentale, la découverte de la géothermie. La géothermie, dont parlait feu le professeur Kalala Omotunde quelque temps avant sa mort, est une technique qui permet d'aller chercher l'électricité, aller chercher l'énergie vers le centre de la Terre, en envoyant des capteurs dans le centre de la Terre. Et la géothermie procure une source d'énergie indéfinie. C'est une énergie inépuisable. Et le fonctionnement de la géothermie aujourd'hui permet à des localités entières de la Guadeloupe, de la Martinique, d'être en autonomie énergétique. Donc on peut généraliser, on peut créer un fonds national de développement de la géothermie. Pour cela, il va falloir contrer les lobbies du pétrole et du gaz qui veulent nous forcer partout à aller vers les centrales thermiques. Parce que les centrales thermiques leur permettent de s'en mettre plein les poches à travers les hydrocarbures que nous achetons. Il faut briser la domination des lobbies du pétrole et du gaz sur la question de l'énergie pour privilégier justement la géothermie. La terre africaine est géothermiquement prodigieuse. Le principe géothermique, mes collègues les ingénieurs et les physiciens l'expliqueront mieux que moi. Il s'agit en fait d'aller chercher la chaleur électrique dans le cœur de la Terre et de la remonter par des conducteurs et puis la distribuer. Vous comprenez? La géothermie. Écrivez ça. 1. Nous devons créer un programme continental de géothermie. Chaque village, si nous disons que nous sommes les fils de tel ou tel endroit, implantons une centrale, une petite centrale géothermique dans chaque village.
Créons une petite centrale géothermique dans chaque village. Moi, je voudrais participer au maximum de projets pilotes de création de centrales géothermiques. Deuxième source d'électricité, ce qu'on appelle la biomasse. Je dois à un certain nombre d'amis scientifiques de formation d'avoir attiré mon attention, en particulier sur la biomasse. Je salue ici la docteure Aïcha Yatabari, qui est l'une des premières personnes à m'avoir parlé de la biomasse et m'avoir amené à m'intéresser à cette énergie. Je la salue. La biomasse est une forme d'énergie que l'on tire de la matière végétale récupérée. La matière végétale est bien retransformée. Je vois par exemple que plusieurs des ordures qui sont produites dans nos villes en Afrique finissent par être brûlées. Et la ville tout entière est couverte de fumée. Parce qu'on n'a pas d'autres techniques de récupération et de transformation des ordures. Mais une bonne partie des ordures qui sont déposées tous les jours sont des ordures biologiques, des ordures végétales. Si on met en place un système de tri d'ordures, de telle façon que les gens prennent l'habitude de jeter systématiquement au même endroit tout ce qui est essentiellement biologique et végétal, il nous sera facile d'avoir des réserves pour créer de la biomasse. C'est-à-dire créer du courant à partir en réalité de l'énergie qu'il y a dans le déchet alimentaire. Il y a des techniques pour le faire. La biomasse. Vous entendez bien bio, matière vivante, en tout cas, oui, matière vivante, et puis la masse. Il y a de l'énergie dans la matière vivante, ou même dans la matière en transformation. La matière vivante en putréfaction. La biomasse. On peut investir dans les programmes de biomasse. Ce qui va, paradoxalement, aider à accélérer, justement, les programmes de salubrité publique. Si une bonne partie des ordures, typiquement biologiques, vont vers la biomasse, nous aurons des villes moins sales, moins polluées, et on ne sera pas obligé, dans les déchetteries, de brûler des ordures pour les faire disparaître. Car les ordures industrielles, quant à elles, pourront aussi faire l'objet d'une récupération pour créer des produits industriels de récupération. Donc, il nous faut absolument réfléchir à la transformation de notre poubelle. Il faut que la déchetterie soit en réalité le lieu de création de nouveaux produits. Et les techniques en ce sens existent. Tout cela devrait être l'une parmi les disciplines de la grande discipline que j'appelle l'énergétique. La transformation des ordures en énergie. Je continue. J'explore ici en philosophe l'affaire. Mais nous avons les solutions. Bien sûr que nous avons l'énergie solaire. Nous avons la possibilité d'utiliser des panneaux d'énergie solaire. Pendant 10 ans, j'ai enseigné la philosophie aux étudiants de l'Université catholique du Mali. Et à un moment donné, nous étions logés dans les résidences des professeurs à Samaya. Mais nos résidences de professeurs et même le restaurant étaient essentiellement éclairés. Même les salles des profs, les ventilateurs des salles des profs et des salles de cours étaient essentiellement éclairés par l'énergie électrique qui était captée justement par les panneaux de l'université. Cette université catholique, dans son détachement de Samaya, a réussi pendant plusieurs années, moi je l'ai vu, je crois que ça continue, à utiliser pratiquement 70% d'énergie électrique pour son fonctionnement, d'énergie solaire pour son fonctionnement. Donc, on peut également cibler des espaces dans lesquels cette énergie va être utilement développée, créer de l'autonomie. Il peut y avoir un parc de panneaux solaires de chaque village, de telle façon que le courant soit à la maison. Alors, l'énergie éolienne, quant à elle, elle est très polluante en termes d'occupation de l'espace. Les fameuses ailes des éoliennes que nous voyons par exemple en Occident ont un côté un peu invasif, mais il n'est pas exclu. L'Afrique est immense. On peut prévoir dans des espaces qui ne sont pas de nature à nuire à la vie pastorale ou à la vie urbaine, on peut prévoir de créer des parcs éoliennes pour autonomiser. Parce qu'en fait, le problème de l'énergie en Afrique, c'est qu'elle vient souvent de très loin. Il faudrait que l'énergie soit locale. Pour que l'autonomie énergétique africaine soit totale, il faudrait que l'énergie soit locale.
pas simplement locale, à l'intérieur du pays, mais il faut que, autant que possible, l'énergie soit produite sur place. Que l'énergie soit produite dans le village. Que l'énergie soit produite dans la ville. Que l'énergie soit produite dans la localité, dans l'agglomération. Voilà ce qui nous permettra de sortir des chaînes, et bien justement des lobbies des hydrocarbures. Donc là, je viens d'aborder quelques sources d'énergie sur lesquelles on doit pouvoir travailler. Enfin, on sait qu'il existe un certain nombre de matières premières qui permettent de produire des piles hautement énergétiques. Nous avons un certain nombre de matières premières extrêmement énergétiques qui peuvent nous permettre de produire des piles de très longue durée. On peut avoir, en effet, avec le lithium, avec les matières premières stratégiques qu'on trouve en Afrique, la possibilité de produire un type de pile qui nous permettra d'avoir des lampes à l'autonomie énorme. Des lampes à rechargement lent et à autonomie énorme. L'Afrique peut les produire. L'Afrique peut les produire. Alors, c'est là-dessus que l'intelligence de notre peuple, c'est là-dessus que l'intelligence de nos gouvernants doit s'investir. Non pas à vouloir nous laisser manipuler, parce que nous éprouvons des difficultés véritables, dans un moment particulier de notre vie, nous laisser manipuler pour perdre ce que nous avons déjà obtenu. Le retrait des troupes néocoloniales. Bientôt, la sortie de la monnaie néocoloniale. Ne nous amusons pas avec les acquis de souveraineté qui sont dans notre poche. Il ne faut pas jouer avec ces acquis. Il ne faut pas se laisser manipuler pour perdre ce qu'on a déjà acquis. Pour quelque chose qui, de toutes les façons, nous maintiendra dans la dépendance. Donc, voilà quelques solutions. Il faut donc qu'on investisse dans la biomasse. Il faut qu'on investisse dans la géothermie. Il faut qu'on investisse. Mais cet investissement ne doit pas simplement être le fait du gouvernement. Le gouvernement doit être le pilote. L'État doit être le pilote dans tout ceci. Mais les particuliers, les associations de la société civile doivent le faire. Si, comme je l'espère, eh bien, nous créons un siège pilote de l'Institut de l'Afrique des libertés au Mali, je mettrai un point d'honneur à obtenir des autorités que le siège de l'Institut de l'Afrique des libertés, eh bien, utilise une technique de production d'énergie autonome. Celle que les autorités trouveront adaptée aux normes de sécurité, on va la tester. Moi, je voudrais que toute maison, toute institution à laquelle je vais participer en Afrique ait acquis l'autonomie énergétique. C'est une question essentielle. Et il faut que nous soyons dans cette logique, tous ensemble, de dire que partout où nous passons, nous voulons être des agents d'autonomie énergétique du continent. Nous voulons inspirer les villages, les campagnes, les quartiers dans la création d'énergie. La création de l'autonomie énergétique. Et il y a un tel dynamisme en Afrique que si les gens maîtrisent les techniques de transformation de l'énergie brute, vous allez voir l'Afrique illuminée en moins de 5 ans. Toute l'Afrique peut être illuminée. Parce que les techniques existent, mais on ne les utilise pas. Parce que nous sommes tous encore dans une espèce de dépendance envers les hydrocarbures. C'est cette dépendance aux hydrocarbures qui nous expose justement aux crises énergétiques. Parce que les hydrocarbures viennent de très loin, sont raffinés très loin et nous coûtent cher en devises. Voilà ce à quoi on doit penser. Et vous savez que tous ceux qui ont voulu promouvoir cette révolution énergétique africaine ont été combattus. Il se dit d'ailleurs que l'une des raisons pour lesquelles on a assassiné le professeur Kalala Omotunde, c'est précisément parce qu'il s'était fait le grand défenseur de la géothermie dont il a vu les réalisations formidables en Guadeloupe, en Martinique, aux Antilles. Et partout où il passait en Afrique, il prêchait tant et si bien ce message que les ennemis de l'Afrique se seraient ainsi décidés à le supprimer. Mais si nous sommes des millions, puisque nous sommes des millions à pouvoir comprendre ce que je suis en train de dire, si nous sommes des millions à professer ce principe d'autonomie énergétique locale, d'autonomie énergétique collective, est-ce que vous pensez qu'on va nous tuer tous? Quand nous avons une vérité qui est de nature à délivrer le continent tout entier, et que nous la laissons dire par quelques bouches, c'est comme cela que cette vérité meurt.
Vous êtes dans cette conférence, maintenant, 6 000 personnes. Essayons de faire que les 6 000 que nous sommes ici rassemblés, que nous soyons des agents d'incitation à l'autonomie énergétique. Exerçons notre curiosité intellectuelle pour comprendre toutes les techniques de transformation de l'énergie naturelle brute en énergie socialement utilisable, en énergie agricole, en énergie industrielle, en énergie bureautique, en énergie informatique. Documentons-nous là-dessus et éduquons autour de nous. Soyons partout où nous allons passer, nous, les 6 000 ici rassemblés, des promoteurs de techniques d'autonomie énergétique en Afrique. Voilà la révolution. Elle ne viendra pas d'un schéma dans lequel nous continuerons à dépendre des grands lobbies du pétrole et du gaz. La révolution ne viendra pas de là. Elle viendra de la capacité africaine à transformer l'énergie brute naturelle en énergie sociale, culturelle, économique, industrielle, locale. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui, en même temps que je tire la sonnette d'alarme. Ils ont trouvé un nouveau dada. Ils vont essayer d'exciter des manifestations au Niger, au Mali, au Burkina, en raison des difficultés liées à l'énergie que nos populations rencontrent. J'appelle les Africaines et les Africains à ne pas tomber dans le panneau. Là où il y a des gouvernements d'irresponsables, de cupides, de voyous, de délinquants, de criminels, oui, la question énergétique doit leur être opposable dans l'immédiat. Là où il y a des gouvernements qui, comme ceux du Mali, du Burkina et du Niger, tous les jours et même toutes les nuits, sont au travail pour le peuple. Participons à leur côté à la révolution. Aidons-les à réaliser la révolution. Nous-mêmes, société civile, soyons un terreau fertile de propositions, d'initiatives. Prenons des initiatives. Oui, électrifions nos villages, énergétisons nos campagnes, énergétisons nos quartiers, énergétisons nos villes. Aidons les gouvernements à accompagner des politiques d'autonomie énergétique locale. Et en tant que société civile, c'est un terrain d'initiative. Voilà ce que je voulais franchement dire aujourd'hui, après avoir vu la nouvelle campagne qui arrive. Faites gaffe. J'en vois qui tombent dans le panneau, ils sont sur les réseaux sociaux, c'est devenu maintenant un thème de moquerie. Ah, l'électricité est coupée encore à Bamako aujourd'hui, en plus c'est le carême, etc. Bon, j'en profite pour dire à mes frères et sœurs musulmans, moi j'ai compris que le carême est un moment où justement on se consacre à des pensées élevées, à des pensées pures. Celui qui fait bien le carême ne doit même pas se plaindre du carême. Je vois trop de commentaires qui ne nous permettent pas de bénéficier de la grâce de l'islam. L'islam que nous aimons, l'islam africain. Quand on entre dans le mois de carême, justement, on doit rendre agréable le carême. Il y a trop de gens qui sont sur les réseaux sociaux en train de cuiner, en train de montrer les images de gens qui crèvent de soif. Ce n'est pas vrai. Pendant le carême, justement, on se nourrit de pain spirituel. Pendant le carême, l'âme reçoit infiniment plus que quand elle mange à toute cadence 3 fois par jour. En fait, il nous faut, même dans notre manière de pratiquer nos religions, penser à transmettre le meilleur de notre religion à ceux qui sont autour de nous. Moi, je suis embêté quand je vois des gens qui pratiquent leur carême, que ce soit chrétiens, musulmans, avec le visage serré. Vous devez avoir la joie de celui qui purifie son corps pour mieux abriter la présence de l'Esprit de son Dieu. C'est cette joie-là qu'on doit avoir. Donc, nos problèmes de courant doivent être l'occasion pour nous de réfléchir. Quand nous savons que le président Assimi Goïta, le président Tiani, le président Traoré ne dorment pas parce que nous n'avons pas de courant, qu'ils sont vraiment inquiets pour nous, qu'ils n'ont pas une vie prévue ailleurs, qu'ils n'ont pas l'intention de se cacher ailleurs que d'assumer leur statut de dirigeant de la révolution. Quand nous le savons, mais nous nous levons le matin et nous regardons les difficultés dans lesquelles ils sont, nous nous demandons ce que nous pouvons apporter. C'est dans cet esprit que nous participons à la révolution. Et je dis, cet esprit-là, positif, mais on doit l'avoir même dans notre carême chrétien, dans notre carême musulman, dans notre carême traditionnel. Essayons d'apporter
du point de vue de notre domaine de spécialité, ce qu'il y a de meilleur. Et nous serons collectivement dans une très belle société africaine. Ne laissons pas les impérialistes, les colonialistes et les néocolonialistes utiliser les crises énergétiques africaines pour nous ramener dans leur esclavage. Nous sommes en train de nous préparer à sortir du CFA, au Sahel. Nous sommes en train de nous préparer à construire des centrales nucléaires qui seront sécurisées par les grandes puissances sahéliennes. Nous sommes en train de nous préparer à avoir des satellites d'information. Bientôt notre propre Internet. Ne nous amusons pas avec ça. Ils vont essayer de nous inviter à détruire nos acquis. Actuellement, vous voyez comment ils sont en colère. Je lisais une de France 24 tout à l'heure qui dit « Les États-Unis chassaient du Niger malgré leur méthode douce. » Histoire de se moquer des États-Unis en disant que les États-Unis n'ont pas voulu écouter les néocolonialistes français qui souhaitaient bombarder le Niger comme ils ont participé à bombarder la Libye pendant 6 mois. Ils ont demandé aux Américains et à la CEDEAO de détruire le Niger parce que leur carte volonté n'y était pas faite. Le fait que les Américains aient hésité, ils les tournent en dérision. Ils disent, voilà votre méthode douce, ça n'a pas marché. Donc, utilisons la méthode forte. Pourquoi tous ces gens-là paniquent? Mais parce que nous sommes en train de comprendre comment récupérer nos droits. Et parce que nous sommes en train de les récupérer les uns après les autres. Et donc, du coup, quand ils se rendent compte que sur un certain point, nous sommes frileux, nous sommes fragiles, nous sommes vulnérables, mais ils passent par là. Maintenant, ils mènent une campagne pour dire que nous n'avons pas d'énergie, nous sommes dans le noir et que nous allons nous révolter contre nos dirigeants pour ça. Honte à eux. Honte à eux. Nous devons leur faire honte. Nous allons au contraire et nous devons électrifier l'Afrique. Nous devons éclairer l'Afrique au sens physique et intellectuel et spirituel du terme. Mais nous n'allons pas détruire nos acquis. Tout ce que nous avons acquis de haute lutte doit être conservé jalousement. Jalousement. On ne va pas faire un pas en avant, 4 pas en arrière. Terminé. Nous savons comment nous avons souffert pour faire partir les armées néocolonialistes de 3 pays. On ne va pas s'arrêter là. On ne va pas s'amuser à créer une situation où elles reviennent. Vous comprenez? Nous savons ce qu'il va falloir souffrir pour créer une grande monnaie africaine. Mais il ne faut pas revenir au CFA. Jamais il faut revenir au CFA. L'avion de l'histoire ne connaît pas la marche arrière. Si tu reviens, tu es mort. Voilà, mes chers amis, en 1 heure et 6 minutes maintenant, le message que je voulais partager avec vous. Car je vois se lever la campagne sur l'énergie, la campagne sur le courant. Je vois les gens essayer de l'utiliser maintenant. Ils ont trouvé le nouveau cheval de Troie, le nouveau cheval de bataille, puisque les autres échouent.